Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Camille, bonsoir Jocelyn, bonsoir Gilles. Ravi Salut. d'être avec vous ce soir. Alors ce soir, soirée un petit peu spéciale, puisque nous allons aborder un des cas ufologiques les plus intrigants, on va dire ça comme ça, puisque on va parler du fameux cas de Frédéric Valentich. Alors Frédéric Valentich, c'était le 21 octobre 1978. Pour moi, c'est facile de m'en souvenir parce que le 21 octobre, c'est mon anniversaire. Donc, c'est toujours une date que j'arrive assez facilement à mémoriser. Alors, on voulait en parler avec Jocelyn parce que Jocelyn connaît très bien ce cas. Il a déjà fait des émissions dessus, télé, radio, conférences. Et puis, on voulait aussi inviter Gilles qui connaît très bien le monde de l'aéronautique, puisqu'il travaille, il vit aéronautique. Donc, on trouvait ça très pertinent de pouvoir bénéficier de son analyse, puisque là, on est quand même sur un cas typiquement d'aéronautique, et je pense qu'il va nous apporter des détails qui n'ont peut-être jamais été apportés et qui permettront, alors peut-être pas de résoudre le cas, il ne faut pas être trop, faut pas espérer le résoudre ce soir, mais peut-être donner des éclairages qui n'ont pas été apportés jusque-là. Alors, Jocelyn, Gilles, encore une fois, un grand merci de nous accompagner. C'est une émission qu'on va essayer de tenir sur 1 heure. Et ce que je te propose, Jocelyn, peut-être pour commencer, c'est que tu nous rappelles, dans les grandes lignes, les fameuses minutes ou heures qui précèdent la disparition de Frédéric Valentich. Alors, en fait, c'est assez simple. L'histoire, déjà, on va dire, se passe en Australie. C'est important de le dire, hein, c'est très loin de chez nous. Ce qui explique aussi pourquoi, dans cette histoire, on n'a pas forcément toujours beaucoup de détails, parce qu'il faut, si on veut vraiment beaucoup d'informations, il faut y aller. C'est compliqué. Alors, l'histoire, tu l'as dit, se passe le 21 octobre 1978, dans le sud-est de l'Australie, près d'une ville qui s'appelle Melbourne. Et donc, on a un jeune pilote qui s'appelle Frédéric Valentich, jeune parce qu'il a 20 ans. Il vit encore chez ses parents. On en parlera un peu de sa personnalité après, puisque ça rentre dans les hypothèses. Donc, il faut en tenir compte pour aussi essayer de comprendre ce qui lui était arrivé. En tout cas, c'est un jeune pilote qui a eu sa licence quelques temps avant. Et donc, ce jour-là, le 21 octobre 1978, il a décidé de faire un petit aller-retour vers une île qui est au large de l'Australie. Et qui en fait sur la route, il faut imaginer la carte. Hein. On a, je crois, Camille peut peut-être nous montrer la carte. Il y a un visuel où on voit bien le trajet. Donc, il va partir en fait de Melbourne. Il va longer la côte jusqu'à un cap qui s'appelle le cap Otway. Donc, vous voyez, il va partir un peu on va dire, du haut de la carte. Il va suivre la côte en descendant lentement, enfin vers la gauche. Et puis tout à coup, il va bifurquer. Et là, il va donc traverser un détroit qui s'appelle le détroit de Bass. En direction donc de la Tasmanie, mais il ne va pas aller jusqu'en Tasmanie, il va aller jusqu'à une île qui s'appelle King Island. Voilà. Et c'est un peu le plan de vol qu'il a déposé à la tour de contrôle, enfin en tout cas l'aérodrome. Alors c'est l'aérodrome de Moorabbin, l'aéroport de Moorabbin dans la banlieue de Melbourne. Voilà. Il va partir de ce lieu. Et donc il a soumis son plan de vol à 17h20 ce 21 octobre. Et il a déclaré qu'il allait sur King Island pour prendre des passagers. Alors, il n'a pas dit quel type de passagers, mais il a juste précisé que ça serait, qu'il allait chercher des gens. On va voir qu'après, il y aura un petit... Oui. Juste une petite question à Gilles, justement, alors, parce qu'on voit que Frédéric Valentich est très jeune, 20 ans. Est-ce que c'est un âge précoce pour partir comme ça en avion, ou c'est quelque chose de fréquent sur ce type d'appareil? Non, alors si on regarde le rapport sommaire qui est disponible sur le site justement de l'équivalent du BEA australien, on a justement le nombre d'heures de vol. C'est un pilote qui avait environ 150 heures de vol. Donc c'est un jeune pilote, mais c'est quand même déjà pour un pilote VFR, c'est déjà quand même une expérience qui n'est pas négligeable. À savoir que là, on est sur du vol de nuit, donc ça nécessite, alors il faut voir à l'époque, les qualifs étaient peut-être un peu différents, mais ça nécessite en général une qualification particulière, parce que vous n'avez pas forcément de repères au sol, donc vous devez utiliser des moyens d'aide radionavigation et des méthodes de pilotage qui est différente. Donc l'expérience du jeune pilote, elle est quand même plus que correcte pour faire de la navigation,
Donc c'est un vol qui est logiquement dans les corps de ce pilote. Ça pose mais pas de 20 ans, c'est jeune quand même, non? Ou c'est un âge normal pour un pilote? Non, c'est pas spécialement jeune. Il faut savoir en France qu'on peut commencer à piloter. Je me souviens sûrement, je crois que c'est 15 ans. Ah oui, d'accord. Voilà. Avant même de pouvoir conduire une voiture, on peut apprendre à piloter un avion. Et à 16 ans, on peut très bien voler tout seul en avion. D'accord. Voilà. C'est tout à fait possible. Donc c'est pas c'est pas un prodige, c'est pas non. Voilà, c'est pas le Mozart de l'aéronautique. Ouais, en plus, ouais. Il y avait quand même déjà un peu de moyens pour pouvoir se piloter des heures de vol. Mais je rajouterai un détail sur ce qu'a dit Jocelyn, là, qui prenait justement des personnes. Ce qui est dit dans le rapport également, c'est qu'il emportait 4 life jackets. Donc c'est justement ce que des gilets de sauvetage. Voilà. Ouais. Des gilets de sauvetage, donc on peut supposer qu'il allait prendre 3 personnes. D'accord. D'accord. Bah, ça, j'avais pas le détail sur les gilets de sauvetage, tu vois. Je savais, j'avais lu qu'effectivement, il allait chercher. Enfin, c'est ce qu'il avait déclaré, mais on verra qu'après, il a déclaré aussi autre chose. Enfin bref. En tout cas, ouais, j'avais pas ce petit détail, ça c'est intéressant. Mais moi de ce que je savais, c'est qu'en fait, effectivement, comme tu l'as dit, ça va être un vol de nuit parce que le vol entre Melbourne et King Island aller-retour, c'est 1h30. Le temps de vol moyen, c'est 1h20. Donc, le temps d'aller là-bas, d'atterrir, effectivement, de reprendre des gens et de revenir, il doit être rentré s'il part vers. Alors, il décolle à 18h19 et donc il doit être rentré pour 22h. Voilà, si tout va bien, c'est pas plus que ça. C'est pas super éreintant non plus, quoi. Sur le rapport, on est à 41 minutes justement jusqu'à Cape Otway et ensuite 28 minutes de Cape Otway jusqu'à King Island. C'est ce qui est donné dans le rapport. Donc la traversée visiblement dure 30 minutes, ce qui n'est pas énorme, hein, 30 minutes de vol en petit Cessna. C'est pas insurmontable. C'est ça. Okay. Tu peux peut-être nous dire quelque chose sur l'avion, parce que l'avion, donc c'est un avion de type Cessna 182L, d'après ce que je sais. C'est un monomoteur quadriplace, c'est ça? Donc oui, quadriplace, donc forcément on peut rentrer à 4, hein, ça rejoint ce que tu disais. Et il y a un modèle avec un train d'atterrissage rentrant, j'avais trouvé ça. Mais j'en sais, moi je suis pas spécialiste d'avion, je le reconnais volontiers, donc. Non, c'est pas ce modèle. C'est un modèle train fixe. C'est pas celui-là? Enfin, après, ce modèle sur la photo, oui, mais c'est pas un modèle à train rentrant. C'est ça que je veux dire. Ah non, celui-ci, non. Mais par contre, alors celui qu'on voit là, c'est une photo que moi j'ai trouvée dans des archives de l'aviation australienne, et ça serait le véritable appareil de Valentiche, puisque avant qu'il soit utilisé par Valentiche, qu'il avait loué, hein, l'avion ne lui appartenait pas, hein, bien sûr. Il l'avait loué, alors une société qui s'appelle Southern Air Service. Avant, cet avion avait été utilisé par l'aviation australienne pour faire des photos aériennes, des photos de repérage. Et donc, à un moment, dans une campagne photo, il a été pris en photo. Et en fait, on le reconnaît parce que son code, donc, alors, j'arrive pas à le voir sur la photo, mais c'était VHD Delta Sierra Juliette. Voilà, donc c'est celui de Valentiche, d'après ce que j'ai compris. Gilles, c'est des avions fiables? Tu connais un peu ces appareils? Ils étaient, je pense que c'est des avions qui tiennent la route quand même, qui tiennent l'air, on va dire. Les Cessna, c'est des avions qui sont très éprouvés, hein. C'est des avions qui sont quand même assez lourds, qui sont très stables. Au niveau des équipements de vol, vous avez l'équipement de base d'un avion de ce type. Donc, vous avez généralement l'horizon artificiel, mais qui ne permet pas de voler dans les nuages. Ce genre de modèle, c'est un avion qui va être utilisé en vol à vue. Par contre, vous allez avoir des équipements de radionavigation pour pouvoir suivre des balises, notamment ce qu'on appelle des VOR. Donc là, le pilote doit pouvoir suivre des directions par rapport à ces balises. Donc, notamment en vol de nuit, c'est souvent avec ça que ça permet de se reporter à des points spécifiques. À savoir, ce n'est pas non plus du vol de radionavigation pure. C'est-à-dire que le pilote, il va naviguer à la carte, il va préparer sa carte, il va tracer son trait, il va calculer le temps qu'il y a entre ces deux points. Et il va suivre en fait ce trait-là en maintenant un cap, une vitesse. Et s'il maintient ce cap et cette vitesse en fonction des vents, il doit arriver à son point B justement à l'heure qu'il a calculé. Et donc pour ça, il doit utiliser des repères au sol. Ouais, donc il y a quand même des jalons, quoi. Alors là, dans le cas pour ne pas se perdre, quoi, on va dire. Donc, voilà. Mais en fait, la radionavigation, donc ces balises VOR, vont lui servir à pouvoir, on va dire, vérifier sa position. Si par exemple il arrive au point B, il faut qu'il soit par exemple par rapport à une balise VOR à une certaine
on va dire un relèvement, c'est-à-dire la balise doit être dans une certaine direction. Il doit vérifier que cette position elle est bonne. Donc l'équipement il est basique, mais il est amplement suffisant pour voler en vol à vue. Ça marche très très bien, hein, ce genre de méthode de navigation. D'accord. Donc c'est de la carte à l'ancienne. Ouais. Il est jamais rentré, donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ah bah ça, après on va, tu vas voir que les hypothèses sont assez nombreuses, hein, Mais ça c'est intéressant ce que dit Gilles parce que souvent, bon, on est dans les années 70 hein, aussi, donc on n'est pas comme maintenant. On a l'impression qu'aujourd'hui on dispose d'une technologie qui permet, enfin on l'a vu avec Gilles, il a écrit le meilleur bouquin sur le MH370 que je connaisse, donc il connaît encore mieux le truc. Tout le monde s'est étonné que cet avion long porteur disparaisse, etc. Mais en fait, voilà, il y a pas toujours la technologie, où il n'y a pas toujours les moyens de repérer les avions. Et là, dans le cas de Valentiche, il a des moyens, comme l'a dit Gilles, de naviguer, enfin de voler, mais il n'a pas non plus une grosse technologie à bord. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est pas le crew de Wavron, quoi. Voilà, ouais, c'est pas. Non, il a pas. Enfin, voilà, les gens, faut pas qu'ils imaginent qu'il a une sorte de GPS ou des choses comme ça. Non, c'est pas le cas. Il doit effectivement, comme l'a dit Gilles, préparer son parcours, le tracer, enfin carrément, et après en fait le checker, le vérifier au fur et à mesure de sa progression. Et est-ce que Gilles, tu peux nous dire un truc aussi du côté Oui, plus de la moitié justement des avions d'aéroclub qu'on retrouve en France ont, on va dire, quasiment le même équipement que cet avion. Donc c'est vraiment, la plupart des avions sont archaïques. Alors on rajoute maintenant des GPS, des iPads qui servent aussi de GPS, qui permettent d'améliorer justement la navigation, mais ce ne sont pas des outils de navigation au sens premier du terme, ce sont des outils de vérification de position, ce ne sont pas des moyens de navigation. Oui, tout le monde n'a pas forcément ce matériel-là à bord, quoi. Non, et c'est pas obligatoire d'avoir un GPS ou d'avoir un iPad pour voler, faire de la navigation. On peut très bien naviguer à l'ancienne, comme ça a été fait dans le cas de Valentiche. Ça se fait toujours, et justement, les méthodes d'enseignement dans les écoles de pilotage se basent là-dessus parce que c'est la base du pilotage. Donc en fait, même aujourd'hui, un avion avec ses méthodes, c'est ça, c'est que piloter, hein, même aujourd'hui, en fait, c'est un avion assez classique qu'on retrouve avec une technologie relativement similaire toujours aujourd'hui, quoi. Alors que ça fait quand même une paire d'années. D'accord. Et Gilles, est-ce que tu peux nous dire un mot aussi du côté du contrôleur aérien, enfin en tout cas de la tour de contrôle? Qu'est-ce qu'ils ont à disposition? Comment ils peuvent suivre l'avion de Valentiche? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir avoir comme information ou pas? Alors ça, c'est intéressant parce que c'est justement un point, bon, comme j'étais justement contrôleur aérien il y a quelques mois encore, ce point-là, il est intéressant parce qu'en fait, déjà, quand on dit qu'il parle avec la tour de contrôle, c'est pas vrai. Il ne parle pas avec une tour de contrôle. Si on prend vraiment dans le terme contrôleur aérien, il parle avec un centre d'information de vol. Alors, je suis allé faire un peu quelques recherches sur le centre de Melbourne. C'est un centre qui avait été inauguré 2 ans avant la disparition de l'avion. Donc, on a une image justement où on peut voir un poste d'un opérateur. Donc, c'est vraiment très archaïque dans le sens où on pense à un contrôleur aérien, il travaille avec un micro et un radar. Il faut savoir qu'un contrôleur aérien, il n'a pas forcément besoin de travailler avec un radar. On peut très bien travailler sans radar, uniquement à la radio. Ce qu'un contrôleur a vraiment besoin pour travailler, c'est une radio pour pouvoir parler. Par contre, un radar, on peut très bien travailler sans, et pour cela, il y a des procédures. Donc là, comme on voit sur l'image, vous avez un poste de, justement, alors celui-là était peut-être à Melbourne, mais c'est les mêmes types. Donc vous avez devant un plateau, c'est qu'on appelle un plateau de strip, vous avez des bandes de papier qu'on appelle les strips, sur lesquelles les contrôleurs notent les indicatifs de l'avion, les informations concernant l'altitude, le cap éventuel de l'avion, sa position. Ça permet de mettre à jour la position de l'avion sur une bande de papier. Voilà, ça marche très très bien comme système, c'est toujours utilisé d'ailleurs. Et après le plateau, tout le panneau, vous avez toutes ces lumières. Ce qu'on peut supposer, c'est que c'est différentes fréquences. Donc ces opérateurs travaillaient généralement sur des étendues qui étaient relativement larges, notamment en Australie. Donc vous aviez de nombreuses fréquences qui passaient certainement par des relais à droite à gauche pour pouvoir avoir une bonne couverture radio. Et au-dessus, vous avez des images, des cartes du secteur dans lequel le contrôleur travaillait. Alors ce qu'il faut s'imaginer, c'est que quand les pilotes appellent ce contrôleur-là, qui est un contrôleur qui va fournir ce qu'on appelle de l'information de vol, il va recueillir les informations du pilote, il va avoir la position de l'avion, où est-ce qu'il se dirige, à quelle altitude, et il va se faire une image mentale, en fait, de la situation pour imaginer s'il y a des avions qui vont se croiser, et le but, c'est de fournir ce qu'on appelle des informations de trafic.
Et donc de dire, vous avez un avion à tel endroit qui va vers tel point à telle altitude. Et après, les pilotes, s'ils sont à la même altitude qu'un autre avion et qui risquent de se croiser, c'est à eux de changer leur altitude. C'est pas le contrôleur qui va leur ordonner ça. Donc là, on est vraiment sur de la gestion de pilotes de vol à vue. Ce sont les pilotes qui sont responsables de ça. Donc, dans le cas de Valentich, il était en contact avec un contrôleur comme ceci. Ce qui fait que le contrôleur, il n'a pas d'image radar. C'est ça qui est intéressant à voir. Donc cette image, elle avait été prise lors de l'ouverture notamment du centre. Le contrôleur, on a beau lui dire ce qu'on peut voir, ce que le pilote y voit, il n'est pas en mesure de faire le rapprochement avec un avion qu'il a visiblement sur son plateau de strip. Donc, pour lui, il est incapable de dire, même au radar, il n'y a pas de radar, il ne peut pas visualiser ça. Ouais, donc, il ne peut juste que dire le témoignage du pilote. Ouais, ça c'est très intéressant parce que moi j'avais toujours ce doute en me disant mais est-ce que dans la tour de contrôle, enfin en tout cas dans le centre de contrôle aérien, est-ce qu'ils pouvaient voir quand Valentich va dire moi je vois ça, est-ce que eux pouvaient avoir une trace? En fait non, ils n'ont que le témoignage oral de Valentich, c'est tout. C'est ça, hein? Voilà, faut vraiment s'imaginer aussi qu'en plus on est quand même fin des années 70. Déjà, ça a été inauguré 2 ans auparavant, ce service d'information de vol. C'est pour un pilote VFR, un pilote de vol à vue comme ça, c'est déjà du luxe pour l'époque, vraiment. Autre chose qui est très intéressante, et c'est aussi la raison pour laquelle le pilote, on voit dans le rapport, il a posé un plan de vol. Le but du plan de vol, c'est déjà que les services d'information de vol soient au courant du mouvement, de savoir où il va, mais c'est aussi pour assurer un service qui est hyper important dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle l'alerte. Et donc, avec un plan de vol, ça va permettre de savoir que cet avion, il est en vol. Et si on n'a pas eu l'information qu'il s'est posé, c'est-à-dire que le pilote, lorsqu'il est posé, il appelle un téléphone pour dire « je suis posé correctement », il n'y a pas besoin de me chercher, il n'y aura pas de phase d'alerte qui vont être déclenchées. Donc là, quand vous êtes en contact avec un contrôleur, comme c'est le cas en info de vol, s'il y a une rupture de contact radio, le contrôleur peut décider de déclencher une phase d'alerte et donc de recherche. Donc là, dans le cas présent, ils n'ont pas déclenché à la suite de la perte du contact radio parce qu'ils peuvent supposer que le pilote est peut-être trop loin des antennes et qu'ils vont attendre, c'est ce qui s'est passé, qu'ils ont l'heure en fait, d'arrivée prévue. Ils vont compter, je sais plus sur le rapport, 30 minutes, et ensuite ils vont commencer à déclencher les phases d'alerte. Vous avez ça, justement, d'alerte, vous avez... On va peut-être y revenir justement. On va peut-être justement y revenir, avancer dans l'histoire pour revenir sur ce point qui est effectivement très important, Gilles, je trouve, effectivement. Alors voilà, donc on reprend notre ami Valentich, il est dans son petit avion, il a longé la côte jusqu'au Capotway, il bifurque, alors pour lui ça va être sur sa gauche, en direction du sud-est et donc en direction de King Island, et alors il fait un premier appel à 19h06, il contacte la tour de contrôle et il demande au contrôleur aérien, il leur pose une question, donc il tombe sur le contrôleur aérien dont a parlé Gilles, et il lui demande s'il n'y a pas un autre appareil dans la même zone que lui, qui volerait à moins de 1500 mètres d'altitude. Et là, bon, je ne vais pas vous décrire tout le dialogue entre Valentich d'une part dans son petit avion et Steve Robet, qui est le nom du contrôleur aérien, mais entre 19h06 et 19h12, je crois, si je ne me trompe pas, je vérifie parce que j'ai mes petites notes, c'est quand même, il faut être précis. Voilà, entre 19h06 et 19h12, les deux vont se parler, et il va y avoir donc un dialogue qui va s'engager dans lequel le contrôleur aérien va essayer d'aider Valentich à comprendre ce qui se passe. Mais lui-même, comme l'a dit Gilles, ne voit rien. Donc, il ne peut se fier qu'aux informations données par Valentich. Et Valentich va dire, alors d'abord, je vais aller vite parce que ça peut être un peu long, mais il a vu passer un engin, mais il ne parle pas d'un avion, il dit que c'est un appareil inconnu. Voilà, à 19h07, il dit appareil inconnu en raison de la vitesse à laquelle ça vole. Voilà, et il demande s'il y a des avions de l'Air Force dans le coin. Et à ce moment-là, donc le contrôleur aérien lui dit non, il n'y a aucun avion identifié dans cette zone. Donc après, Valentich, maintenant il s'approche depuis l'est, dans ma direction. Et à 19h08, il dit il me semble qu'il joue à une sorte de jeu. Il est passé au-dessus de moi 2 ou 3 reprises, à des vitesses que je n'ai pu évaluer. Et donc, bon, là, il y a des indications de la tour de contrôle demande vous êtes à quelle altitude, etc. Lui, alors, il lui indique je suis à 4500 pieds. C'est mètres ou pieds d'ailleurs, Gilles?
En pied. C'est ça. Donc ça fait quoi? C'est 1,5 km d'altitude à peu près? Oui, ce qui n'est pas. Oui, à peu près ça. Un petit peu moins, mais c'est à peu près 500, grosso modo 500 mètres. Ouais, c'est ça. Donc il n'est pas très haut non plus. Voilà. On va rappeler qu'un avion de ligne, c'est à peu près 10 km. Hein. Ouais, c'est beaucoup haut. Là, il n'est pas très haut. Et à chaque fois, la tour de contrôle lui dit mais vous ne pouvez pas identifier l'avion, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et à chaque fois, il dit non. Et donc là, il dit ce n'est pas un avion. Alors il y a la fameuse phrase ça plane au-dessus de moi et ce n'est pas un avion. Il dit ça à un moment. Alors il donne quelques indications en disant ça a une forme plutôt oblongue. Alors j'essaie de vous résumer. Hein. À un moment, c'est stationnaire. Il dit ça a une lumière verte. Ça, c'est important. Il dira que ça a une lumière verte. Ça a l'air d'être métallique. Sa surface extérieure est toute brillante. Il va dire ça aussi. À un moment, l'objet disparaît complètement. Donc, Valentich, je pense qu'il est parti. Et donc, il se dit bon, voilà. Et puis, finalement, il revient. Et là, on est à 19h11. Et là, il dit que l'engin est en train d'approcher depuis le sud-ouest. Il dit que lui, son moteur est à fond. Et là, c'est la première fois qu'il commence à dire que d'ailleurs que le moteur crachote. Il a des problèmes de moteur. Jusqu'à présent, il n'a rien dit. Jusqu'à présent, il n'avait aucun problème technique. Voilà. Et donc là, la tour lui demande, le contrôleur aérien lui demande quelles sont vos intentions. Et là, il redit j'ai l'intention d'aller à King Island. Et il dit voilà, cet étrange appareil est en train de flotter au-dessus de moi à nouveau. 19h12, il dit c'est en train de planer, ce n'est pas un avion. Ça, c'est la phrase la plus célèbre de l'affaire. Et puis, on est à 19h12 et 19h12 et 9 secondes. Et à 19h12 et 28 secondes, on entend encore Valentich qui dit Delta Sierra Juliette Melbourne. Enfin, il essaie de les contacter, puis il n'a plus rien. D'après ce qu'on a dit ensuite, la radio est restée ouverte pendant 17 secondes. Hein, et on a entendu une sorte de pulsation sonore très bizarre et non identifiée. Voilà, et ça, en tout cas, c'est la fin du transcript officiel. Voilà. Donc ça, c'est l'échange qu'il y a eu. Et après, donc, on peut retomber sur ce que disait Gilles tout à l'heure, à savoir que comme l'avion n'est pas atterri sur King Island à l'heure prévue, effectivement, ils ont déclenché, je crois une demi-heure après, comme tu l'as dit, les recherches dans toute la zone. Alors, il y avait un avion de reconnaissance Orion, de la Royal Australian Air Force. Après, il y a quelques bateaux qui ont convergé par là. Enfin, voilà, il y a eu des recherches. C'est long quand même, une demi-heure. Quand tu as eu pendant 6 minutes cet entretien avec un pilote, une demi-heure, ça paraît interminable, j'imagine quand même. Alors, ouais, juste après, Gilles expliquait, mais l'avion, enfin, il devait atterrir à 19h. Il a disparu. En fait, le contact s'est rompu à 19h12. Ouais. Et l'avion devait atterrir à 19h28. Ouais. Et donc, ils ont dû déclencher les secours que vers 20h. Ouais, alors, 19h33 sur le rapport. En fait, ce qu'ils ont déclenché, c'est à 19h12. Donc, ils ont perdu le contact radio. Ils ont quand même, visiblement, déclenché une phase d'alerte. Alors, les phases, vous avez 3 phases. Vous avez la phase d'incertitude, on ne sait pas, on cherche des infos. Ensuite, la phase d'alerte. Donc là, quand même, pour avoir déclenché la phase d'alerte, c'est qu'ils trouvaient quand même ça préoccupant. Et ensuite, la dernière phase, c'est la phase de détresse. Et là, on commence à déclencher opération de recherche dans l'immédiat, mais on commence à voir qu'il s'est pas. Ça a été déclenché, donc la phase d'alerte à 19h12, dernier contact radio, et la phase de détresse à 19h33, c'est-à-dire vite après que l'heure qui était prévue d'arriver l'avion à King Island. Donc ils n'ont pas quand même attendu. Voilà, ils étaient quand même en alerte. Après, on ne sait pas les premiers avions. Hein, ça, les premiers avions, on ne sait pas. On sait qu'ils ont recherché jusqu'au 25 octobre et qu'ils n'ont rien trouvé. Alors, ce qui est intéressant, ce que disait Jocelyn, les avions, là, les P3 Orion, à savoir que ce sont des avions de patrouille maritime américains. Et ces avions-là, ce sont notamment des avions qui ont servi à chercher le MH370. Ces avions qui ont des avions qui ont une très grande autonomie, qui sont équipés avec des observateurs qui observent justement la mer pour essayer de rechercher des débris. Donc, et là, ils n'ont rien trouvé. Alors, on a trouvé, il y a eu des petites traces. On a pensé qu'on avait retrouvé quelque chose parce que à 25 km au nord de King Island, il y a eu des traces d'huile, mais en fait, on s'est aperçu que c'était en fait un navire de passage qui avait dû larguer de l'huile sur l'eau. Donc, c'était rien à voir avec Valentich. Et il y a eu plus tard, en juillet 83, donc on est 5 ans après, on a retrouvé un capot de volet de moteur sur le rivage de Flinders Island.
donc une île de l'archipel Furneaux au nord-est de la Tasmanie. Et donc on a pensé que c'était peut-être un capot de volet qui appartenait à l'avion. Alors, il y a eu, voilà, c'est marrant parce que ça fait penser au MH370 avec les débris qu'on a retrouvés. Dans le cadre de ces débris, là, la pièce appartenait bien à Cessna 182, manifestement, mais le numéro de série pouvait faire partie d'un lot dans lequel se trouvait l'avion de Valentiche. Enfin bref, tout ça est un peu confus. Donc, on n'a pas du tout la preuve que cette pièce appartenait à l'avion de Valentiche. Voilà. On a cru, mais bon, c'est pas très concluant. Voilà, ça peut, mais c'est absolument pas confirmé, quoi. Voilà, c'est de l'ordre du possible. Exactement. Alors, j'ai une petite question parce que quand même, le gars est à Melbourne. Enfin, il obtient ses informations. Il a cet échange avec le pilote. Je pense qu'au bout de 2-3 minutes, quand même, il est obligé de s'interloquer un petit peu parce que lui décrit le pilote. Ça doit être compliqué quand même d'après aller voir, enfin déclencher l'alerte, de dire bah là le pilote me décrit quelque chose qu'il survole, qui plane, mais qui n'est pas un avion. Ça doit être compliqué quand même à gérer ça, non? Ben, le problème, c'est que quand on est que peuvent nous décrire les pilotes, on a beaucoup de mal à s'imaginer tout ça. Donc, on est dépendant de ce que le pilote peut nous dire. Il y a des informations qui sont intéressantes. Tout à l'heure, je disais que le contrôleur, lui, n'a pas de radar. Dans une phrase qui répond justement au pilote, il lui dit Delta Sierra, il n'y a pas d'avion connu dans votre secteur. C'est ça, en fait, qu'il lui dit. Donc, il n'y a pas d'avion connu, c'est-à-dire qu'il connaît. Il ne peut pas voir autre chose que ce qu'il connaît, que ce que les autres pilotes ont pu lui dire à la radio. Donc ça, déjà, ça lui permet de confirmer que lui, il n'a pas de connaissance de trafic. C'est important parce que pour l'image d'Épinal, on s'imagine un contrôleur qui a un radar et qui voit tout ce qui tourne autour de Valentiche, alors que c'est pas du tout ça, quoi. Non. Tandis que là, au final, si c'est pas déclaré, ils ne le savent pas. Voilà. Donc à l'époque, les radars, il y en avait très peu. Vous les aviez sur les grands terrains, les grands aéroports, pour contrôler les grands avions de ligne qui volent ce qu'on appelle en IFR, ou volent aux instruments dans les nuages. Là, on est uniquement sur du service, on va dire radio, uniquement à un pilote VFR. Donc c'est quand même un service qui est minimum, mais qui est déjà, pour l'époque, c'est déjà très bien pour un pilote VFR. Aujourd'hui, maintenant, c'est quand même très répandu. Voilà. Après, vous avez des informations dans le dialogue qui sont quand même intéressantes. Alors j'ai fait justement un petit dessin. On peut voir pour se visualiser un petit peu la situation où on voit l'avion, la base des nuages, etc. Donc on pourra en parler, on va le voir un petit peu, voilà. Donc on sait par rapport à la météo qui est donnée dans le secteur, la météo c'était des stratocumulus, c'est un type de nuages qui sont, on va dire, un petit peu moutonneux et qui couvraient quand même une bonne partie du ciel, mais pas complètement. Et la base de ces nuages était donnée entre 1500 et 2100 mètres par rapport justement au niveau de la mer. Là, ce qui est intéressant à voir, c'est de pouvoir voir quelle altitude était l'avion et quelle est la distance qui le séparait des nuages. Parce que dans les rapports justement radio du pilote, il dit que cet appareil le survole. Donc ce qui peut être intéressant, c'est d'évaluer la distance à laquelle cet appareil a pu survoler. Donc s'il voit cet appareil, c'est qu'il était c'était fort probable que cet appareil était entre lui et la base des nuages. Et là, on s'aperçoit que ce qui sépare de la base des nuages, on a à peu près 900 mètres maximum. Alors, c'est approximatif, mais on est à peu près on peut avoir entre 150 mètres et 900 mètres. Donc, ce qu'il voit, le survoler, ça lui passe quand même très près. Si on peut voir sur une autre image que j'ai mis justement avec deux avions de ligne qui se croisent, avec seulement 300 mètres d'écart verticalement, ça passe très très près. L'avion, vous le voyez vraiment très très bien, vous êtes capable d'identifier ce que c'est. Donc quand il dit que ce n'est pas un avion, déjà ça pose question. Donc, oui, ça veut dire que voilà, là on a 300 mètres donc. Hein. Là il y a 300 mètres verticalement qui séparent les deux avions, donc on voit que ils sont très proches. 300 mètres, vol c'est rien du tout. T'as l'impression qu'ils sont encastrés quoi déjà. Ouais. C'est la patrouille de France en avion de ligne. Donc, c'est de voir cette séparation qu'il y a entre l'altitude de l'avion qui est donnée, 4500 pieds, ce qui est donné par le pilote, et la base des nuages qu'on peut estimer par rapport aux rapports météo qui sont dans le rapport sommaire de l'équivalent du BEA. Là. Et là, on se rend compte vraiment qu'il y a quand même une couche qui n'est pas très large, donc ça passe quand même pas très loin.
Au niveau de l'altitude de l'avion, 4500 pieds, donc 1500 mètres à peu près, c'est déjà c'est correct pour un avion de ce type, c'est standard. Voilà. Si c'est un avion. Donc ça, c'est déjà de se mettre visuellement ce que ça donne au niveau de la météo, comment se passe ce croisement. Visiblement, ça peut être intéressant d'avoir cette image-là pour l'avoir en tête. Alors, je suis désolé, la connexion n'est pas toujours top avec Gilles, mais effectivement, on peut se dire quand on voit l'image précédente que même si c'est au double de la distance, c'est quand même pas grand-chose et que si c'est un avion, il le voit automatiquement. Et il était aguerri, suffisamment aguerri pour le reconnaître un avion quand même. Est-ce qu'on peut imaginer, enfin, ça paraît fou, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il confond un nuage avec autre chose? Ça paraît quand même, pourquoi pas, mais ça paraît quand même étonnant. Enfin, de là à appeler la tour de contrôle, de signaler ça, c'est que... Non, et pas par rapport au mouvement qu'il indique, parce que manifestement, il dit que l'objet joue au chat et à la souris avec lui, il arrive du sud-ouest, il bouge, il passe. Enfin, c'est pas du tout... c'est pas lui en train de voler avec l'objet à côté de lui. Hein, c'est l'objet, il faut imaginer qu'il a des mouvements erratiques. Enfin, il vient, il passe. C'est ça qui est assez étonnant. Vu qu'on voit que le coucher du soleil est à 19h18, est-ce qu'on peut penser que justement ça a pu altérer sa vision des choses? Alors justement, ça c'est important, c'est pour ça que je l'ai fait apparaître sur cette image. En effet, vu que le soleil se couche à 19h18, c'est-à-dire que le soleil il est encore au-dessus de l'horizon. Il ne fait pas totalement nuit. La nuit aéronautique, elle n'est pas au coucher du soleil, elle est 30 minutes après, parce qu'on considère que 30 minutes après, vous avez encore de la lumière résiduelle qui permet de naviguer à vue. Donc après, vous êtes en vol de nuit. Mais le pilote, de toute façon, il était qualifié vol de nuit. Mais en termes de visibilité, vous aviez encore une bonne lumière, même si le soleil est quasiment au ras des flots. Mais le soleil, dans le cas présent, vous avez l'avion qui était sur une route au sud. Le soleil, il est à l'ouest. Donc il est sur la droite justement du pilote. Et à un moment, je ne sais plus ce qu'il disait, de quel secteur revient le vaisseau, ou l'objet qu'il voit. Il vient du sud-ouest ou du sud-est, je ne sais plus ce qu'il dit. Tu l'as dit tout à l'heure, Jocelyn. Attends, il faut que je me remette sur le début du texte. Il revient du sud-ouest. Donc il va revenir quand même du côté. Quand il revient. Attends, il dit Melbourne, il s'approche maintenant depuis l'est, dans ma direction, et après il disparaît. Et quand il revient. Attends, il revient du sud-ouest. L'échange est assez long, faut que je retrouve le texte. Il vient juste de disparaître, voilà, confirmé. Il est en train d'approcher maintenant depuis le sud-ouest, c'est ça. Voilà. Donc côté soleil, vous avez le soleil qui est quand même sur la droite. Donc s'il le voit approcher sud-ouest, il y a peu de chances qu'il le confonde avec le soleil quand même. Donc ça peut. Oui, ce serait quand même étonnant. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que moi j'ai regardé un petit peu la carte stellaire à l'époque qui confond avec une étoile, enfin une planète, ça paraît quand même. Bon, alors je sais qu'en 1949 on a dit que Mantel a poursuivi Vénus, mais enfin bon, quand même. On peut s'imaginer que les pilotes ont quand même l'habitude de voir des astres se lever, surtout avec le soleil à l'ouest, ça paraît compliqué qu'ils voient une étoile, quoi. Je dirais qu'une étoile serait plus visible côté est plutôt que côté ouest, où vous avez encore le soleil et la luminosité est meilleure. Exactement. À cause du soleil, de l'autre côté. Si on passe en revue les différentes hypothèses possibles, parce que c'est ça ce qui est un peu intéressant dans cette affaire, on va voir qu'il y en a beaucoup des hypothèses, et il y en a certaines qui sont même assez surprenantes. En tout cas, moi, quand j'avais étudié le dossier, j'en avais écarté assez rapidement certaines. Peut-être à tort, j'en sais rien, mais l'accident matériel, pour moi, me paraissait quand même assez compliqué, dans la mesure où à aucun moment, sauf à la fin, en tout cas, quand il prend contact avec la tour, avec le contrôle aérien, ce n'est pas parce qu'il a un problème de moteur, c'est parce qu'il voit un objet bizarre. Et c'est que vers la fin de l'échange qu'il dit que son moteur crachote. Voilà. Mais il n'a pas l'air d'être non plus en perdition, c'est pas un Mayday, enfin voilà. Mais c'est pas le problème principal. C'est pas le problème principal pour lui, parce que l'objet qui tourne autour de lui paraît beaucoup plus important que le problème du moteur. Voilà. Gilles, donc moi, l'accident matériel, j'achète pas, comme on dit. Voilà. Ça fait partie des procédures de sécurité. J'imagine que dès qu'un pilote constate éventuellement qu'un autre appareil est là, qu'il se renseigne, on va dire c'est dans l'ordre des choses ou pas vraiment quand même.
Après, qu'un pilote nous rapporte un avion, c'est possible parce qu'il faut savoir que même avec des radars, on ne voit pas forcément tout. Donc, un contrôleur, s'il doit séparer un avion par rapport à un autre, il faut quand même voir les deux avions. Donc, dans le cas présent, il y a un autre avion qui potentiellement pourrait se balader dans le secteur, mais qui n'est pas en contact avec le centre de contrôle. Ce qui ne veut pas dire que c'était peut-être pas un autre avion. Donc cet autre avion n'était peut-être pas en contact avec le contrôleur en question, et donc le contrôleur en question n'a pas la connaissance de cet avion-là. Alors que ce soit un avion militaire, pourquoi pas, la vitesse pourrait expliquer certaines choses, mais ce qui est quand même assez troublant dans l'affaire, c'est que le pilote n'est pas en mesure d'identifier l'avion. Ça déjà, c'est un fait troublant. Un avion qui lui passe quand même aussi près, bon, vous ne voyez pas forcément le type d'avion si ça passe très vite. Hein. J'ai déjà croisé en petit avion des Mirages qui me sont passés dessous. Vous avez le temps de voir vite fait, ça dure quelques secondes, mais vous voyez quand même que c'est un avion de chasse. Là, visiblement, ce qu'il décrit, ça ne ressemble pas à un avion de chasse. Donc ça, c'est le premier fait troublant, si on prend en compte la réalité de ce qu'il voit. Donc ça, après, là-dessus, j'ai pas d'avis, on a juste ces descriptions-là. C'est difficile de se prononcer. Ce qui me pousse à repousser aussi l'hypothèse de la bavure militaire, parce qu'elle a été évoquée. Hein, on a dit, on lui a tiré dessus, on a essayé de le descendre, quelque chose comme ça. Là, de ce que vient de dire Gilles, tu vois, ça confirme pas. Enfin, il reconnaît pas que c'est un avion militaire. Deux, si on lui avait tiré dessus, il aurait été volatilisé en une seconde, rapidement. La tour de contrôle n'est pas du tout au courant qu'il y a des avions militaires dans cette zone. Et puis le comportement de l'engin qui, tu vois, joue au chat à la souris avec lui, ça va pas avec une arme de nature militaire, quoi. Alors, je veux rappeler quelque chose, et Gilles me confirmera ou pas d'ailleurs, mais quand les militaires font des exercices, enfin, quand l'armée de l'air fait des exercices, elle définit des zones au préalable, et l'ensemble des services aéronautiques en sont informés pour pouvoir justement informer eux aussi les pilotes pour dire attention, sur cette zone-là, tel jour, telle heure, c'est réservé à l'armée, donc ne pilotez pas dans cette zone. Je crois que c'est ça. Hein. Exactement. Alors après, c'est aussi le rôle des contrôleurs d'information de vol, comme c'est le cas ici, qui sont au courant de l'activation de certaines zones. Et le but, c'est, dans le cas de l'information de vol, c'est aussi de la retransmettre aux pilotes en vol qui n'ont pas forcément eu cette information. Alors, ce qu'il faut voir, c'est en 1977, est-ce que ce système-là était quand même assez répandu, cette collaboration en termes de gestion d'espace aérien? Est-ce que c'était d'actualité en Australie? J'avoue que là-dessus, j'ai pas trop d'informations. Mais normalement, oui, il peut y avoir des avions de chasse qui se baladent en dehors de toute zone. Hein. On peut s'imaginer que l'ensemble des armées de l'air du monde ont mis en place des protocoles pour éviter des accidents avec des avions civils lors d'exercices ou de manœuvres, quand même. Ça paraît de bon sens, on va dire. Oui. Donc, si on revient je ne sais pas quel était le niveau de sophistication de cette coopération. Voilà. Aujourd'hui, c'est quand même très établi, c'est très codifié, il y a beaucoup d'échanges entre l'armée justement et l'aviation civile par rapport à la gestion des zones. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est en France, on est dans un environnement qui est déjà plus petit. L'Australie, c'est très vaste. Et donc, en France, vous avez besoin justement que cet espace soit clairement identifié, qui c'est qui utilise, à quel moment, etc. Donc, à l'époque, en Australie, je ne sais pas quel était le niveau de cet échange. Enfin, Jocelyn, je pense que tu seras d'accord avec moi. Quand Valentine dit j'ai l'impression qu'il joue avec moi au jeu, enfin au chat et à la souris, on voit mal un militaire s'amuser avec un avion civil en pleine manœuvre ou en plein exercice quand même. C'est ce qui me fait repousser l'hypothèse, tu vois, de la bavure militaire. Voilà. Ouais. Ou alors ça me paraît pas compatible. Ça me paraît pas compatible. Voilà. Alors si tu écartes donc comment ça s'appelle, l'accident matériel, si tu écartes la bavure militaire, il te reste d'autres hypothèses. Hein. Alors il y en a une, à mon avis, qu'on peut écarter rapidement, c'est le phénomène météorologique. Tu vois, à aucun moment il a été question de tempête, de coups de vent, de turbulences, de rage électrique, enfin je ne sais quoi. Voilà. Là, on voit ça souvent dans des films, mais là, en tout cas, à aucun moment Valentich ne parle d'un problème météo. J'imagine que peut-être à Melbourne, ils auraient été avertis s'il y avait un problème par d'autres avions, des choses comme ça. Voilà, donc ça, mon avis. Puis bon, le ciel était assez clair, il y avait des nuages, mais le ciel était assez clair. Enfin, tu es d'accord avec moi, Gilles, il n'y a pas de... Oui, alors ça va, la météo qui est retransmise sur le rapport,
c'est une météo qui est tout à fait standard pour ce type de vol, et même qui est très bonne. La visibilité était très bonne. Donc, et savoir que les évolutions météo sont retranscrites également par les contrôleurs dans le cadre de l'information de vol sur la fréquence aux pilotes quand ils sont dans certains secteurs. Ouais, ça fait partie aussi des informations qui sont transmises. On a la photo qui a été prise par Ray Manifold, qui a fait couler beaucoup d'encre, puisque Ray Manifold vivait au niveau du cap, justement, où Valentich va tourner. Il prend des photos, mais en automatique, et il va produire une photo en disant « Tiens, c'est bizarre, j'ai un truc sur la photo que je n'arrive pas à identifier. » Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on voit le ciel, et le ciel est nuageux, mais enfin, il n'est pas non plus très couvert, quoi. On est sur une fin de journée plutôt éclaircie au niveau du ciel. C'est ça. Pour moi, c'est ça. Et ce qu'on dit, et d'autres témoins après qui étaient dans le coin, dans cette zone-là, à ce moment-là, ont tous dit que le ciel était assez clair. Quelques nuages, mais c'était assez clair. Enfin, il n'y avait aucun problème, quoi. Personne n'a mentionné ni d'orage, ni quoi que ce soit. Ou même le nuage lenticulaire tel qu'on peut les voir parfois. Je pense qu'un pilote, quand même, peut-être sur le coup, peut s'étonner, mais au bout de 2-3 minutes, il va identifier quand même que c'est un nuage et puis que c'est pas autre chose, quoi, encore une fois. Ouais, il ne faut pas oublier. Déjà, ça ne tiendrait pas dans le cas présent, puisque les nuages lenticulaires, c'est des nuages qui sont en haute altitude. D'accord, déjà, donc ça colle pas. Alors, c'est des nuages que vous allez avoir au-dessus de montagnes, parce que c'est justement de l'air qui monte, qui va créer ça. Et il faut que vous ayez un fort vent en altitude. Donc déjà, vous avez un avion qui est à basse altitude. Le nuage lenticulaire, ça ne bouge pas très vite. Oui, donc automatiquement. C'est à haute altitude. Donc, et il ne faut pas oublier 2 éléments importants que j'ai mentionnés, mais rapidement, c'est que Valentich dit bien que ça émet une lumière verte et que ça a l'air métallique. Alors ça, c'est bizarre, cette lumière verte. Alors, elle est... C'est pas choquant. Vous avez des 3 couleurs, vous avez du blanc, du rouge, du vert, et vous avez d'un côté vous avez du rouge, d'un côté vous avez du vert. Ça, c'est codifié. Le but, c'est de savoir en fonction de la couleur que l'on voit, quel est le côté de l'avion que l'on voit. Et quand on voit donc la couleur rouge et la couleur blanche, ça permet de déterminer déjà le côté qu'on voit, mais surtout dans quelle direction se dirige l'avion. Donc, c'est comme un bateau. Une lumière verte, ça peut aussi. Oui, mais ce code-là, il existe depuis longtemps, donc il a l'habitude de voir ce code couleur sur les avions. Il aurait mentionné la couleur rouge aussi. Pas forcément s'il voit qu'un seul côté de l'avion. S'il voit que le côté où il y a la lumière verte, le rouge, il ne le voit pas. Sauf s'il était de face, à ce moment-là, il verrait un vert d'un côté, un rouge de l'autre. Voilà. Et il ne peut pas confondre avec le vert de son aile, quand même. Non, je pense pas. Non, quand même pas à ce niveau-là. Non. Parce que l'objet, quand même, il le voit pas toujours au même endroit, donc à supposer que il devrait à un moment peut-être voir une lumière verte, mais à un autre moment voir une lumière rouge si c'est un avion. Et là, il ne parle que de cette lumière verte qui a l'air d'être assez impressionnante pour lui, pour qu'il le mentionne. Enfin, voilà. Sinon, dans les autres hypothèses, il y en a une qui est très importante. Et là, c'est Gilles qui va sans doute nous aider à comprendre ça. Parce que c'est vraiment du pilotage. C'est lié au pilotage. C'est ce qu'on appelle la perte d'orientation. C'est-à-dire que Valentich est en train de piloter son avion et puis il ne sait plus où il est, quoi. Enfin, je vais le dire rapidement, mais c'est ça. Donc, ça, c'est une possibilité. C'est que le rapport, il explique, il indique que l'appareil est au-dessus de lui et qu'il orbite au-dessus de lui. Donc, ce qu'on peut s'imaginer, c'est qu'à ce moment-là, le pilote, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde au-dessus de lui. Donc, il ne regarde plus devant lui, il regarde au-dessus de lui. Et ce qui n'est pas impossible, c'est que si le pilote se met en virage dans ces cas-là, le risque, si on ne surveille pas l'avion, c'est de partir dans ce qu'on appelle un virage engagé. Un virage engagé, c'est vous avez l'avion, il se met en virage, seulement comme ça, et au bout d'un moment, à force de tourner comme ça, il tombe. D'accord. Et le pilote, s'il continue à regarder en haut, il ne voit pas ce qui se passe, il ne voit pas ce virage engagé. Et la prise de vitesse dans ce genre de manœuvre, elle peut être très très rapide. C'est quoi? Donc, avec 4500 pieds. C'est une perte de portance en fait, c'est ça? Le fait de se mettre de côté, les ailes ne portent plus? Non, il n'y a absolument pas de perte de portance. C'est-à-dire que l'avion continue à voler, c'est juste que comme il part en virage en fait, en descente, il va prendre beaucoup de vitesse, il va surtout avoir un piqué très prononcé. Et là, c'est très très difficile d'en sortir. C'est-à-dire que si même le pilote, au moment où il s'en rend compte, il décide de tirer comme une brute sur le manche,
Le risque, c'est de dépasser la tolérance du facteur de charge que peut supporter l'avion et que les ailes puissent casser. Et donc là, on arrive à après une perte de contrôle. Ou alors, le virage engagé peut très bien se finir directement dans l'eau. Ouais. C'est pas impossible. Est-ce que ça fait tousser le moteur? Est-ce que ça peut faire tousser le moteur comme semble l'indiquer Valentich au bout d'un moment? Non, par contre, sur ce type de moteur, c'est des moteurs à hélice, justement à hélice simple. Donc, ce genre de moteur, si vous prenez la vitesse, le moteur, il va s'emballer. Il va prendre de la vitesse, il risque de passer en sur-régime. Donc, le moteur, au contraire, il ne va pas forcément tousser, mais il va plutôt monter en régime. Donc, ça, c'est plutôt la caractéristique qu'on peut observer. Mais du coup, est-ce qu'il le sent quand même? Parce que même s'il regarde dans l'air et qu'il perd un peu le contrôle, est-ce qu'il le sent que son avion prend une autre direction ou pas du tout? Le bruit aussi, ça doit faire un peu fou. C'est très insidieux. Ah, on a perdu Gilles. Ah. Attends, Gilles, ouais, on t'entend plus, Gilles. Attends. On a un petit problème de connexion avec Gilles. Ouais, on t'a perdu quelques secondes, Gilles, ouais. Donc, je disais, non, on ne ressent pas forcément ce genre de force, on va dire, dans l'avion, ce qui fait que c'est très insidieux comme manœuvre. Donc, le pilote peut partir en virage engagé, et s'il ne regarde pas devant lui quelle est la position de son capot, est-ce qu'il est vraiment piqué, est-ce qu'il est en virage, il ne s'en rend pas forcément compte. Ou s'il s'en rend compte, c'est peut-être même trop tard. Ouais. Donc, c'est pas impossible qu'on soit aussi dans ce cas-là. Alors, pourquoi on n'a rien retrouvé? On est sur un avion qui est très petit, qui laisse pas forcément beaucoup de traces. Ouais, qui peut se disloquer, ouais, peut-être. Il y a quasiment rien. Donc il n'y a pas. C'est pas. La connexion est un petit peu compliquée là avec Gilles. Je ne sais pas s'il nous entend. En fait, ce qu'il veut dire, c'est exactement ça. Ça peut être, enfin, en tout cas, c'est envisageable comme hypothèse qu'il ait fait cette chute inversée là, comme ce dont parle Gilles, et que l'avion se soit crashé en petits morceaux et qu'on ne le retrouve pas. Voilà. Après, moi, il y a juste une chose que je ferais remarquer. Ah, on a retrouvé Gilles. C'est que ouais, je suis pas inquiet, il va revenir. La seule chose, c'est que ce mouvement de chute me paraît peut-être pas compatible avec le fait que la communication a été interrompue brutalement, comme s'il y avait eu un choc ou quelque chose. Je pense que s'il avait vécu ça, peut-être que Valentich aurait poussé un cri, dire oh, je perds l'avion. Enfin, je sais pas, on peut imaginer quelque chose comme ça. Parce que il n'est pas tombé. Enfin, s'il est parti en virage comme ça, il n'est pas tombé en une seconde. Il aura eu le temps de pousser un cri ou de dire il y a un truc qui va pas. Après, la perte je sais pas ce que tu en penses, Gilles. peut venir aussi du fait que l'avion, au bout d'un moment, il est peut-être descendu et que il est peut-être en dessous de la couverture radio du récepteur du centre de contrôle. Ça, c'est aussi une possibilité. Ah ouais. D'accord. Et ce fameux bruit qui aurait été décrit, ce serait quoi alors? Ça pourrait être une interférence ou... Je n'ai pas entendu. Tout ce que j'ai vu, c'est uniquement les rapports que l'on a par écrit. Donc, je n'ai pas entendu ce bruit. Oui, parce qu'il faut rappeler un point important. Oui, vas-y. Non, je disais, il faut rappeler un point important, et ça, Jocelyn va peut-être nous le dire. Hélas, la transcription de la communication qu'on a avec Valentich, elle est les originaux de cette transcription, et donc avec ce fameux bruit, ont été détruits quand même assez rapidement. Oui, parce qu'en fait, on avait l'instrument sonore qui, hélas, a été perdu. Alors, volontairement ou pas, on ne sait pas. Non, j'en sais rien. En fait. Il a été détruit. Il a été détruit, mais voilà, on ne sait pas si c'est accidentel ou pas. Mais en tout cas, il a été détruit. Il ne reste des échanges entre Valentich et le contrôleur qu'un transcript, c'est-à-dire en fait une version papier, voilà, un texte. Ouais. Et donc, on n'a pas une bonne idée, même si le transcript est assez évocateur, on n'a pas une bonne idée du ton aussi, de l'état d'esprit de Valentich quand il parle avec le contrôleur. Est-ce qu'il est en état de panique? Est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il est... Voilà, on ne sait pas très bien ça. Alors après, il y a des gens qui disent qu'en fait... Ouais. Non, je disais, on va être clair, la destruction de cette bande, volontaire ou pas, va quand même nourrir les thèses ou de l'accident militaire ou de l'enlèvement extraterrestre, et avec un son qui ferait que de toute façon, on sait ce que c'est. Enfin voilà, ça va nourrir quand même ces rumeurs-là et ces hypothèses-là.
Moi, je dirais que ça ajoute à l'histoire, c'est-à-dire que voilà, c'est une couche qui vient se rajouter et c'est une couche de mystère, de choses un peu curieuses, un peu étranges. Après, il y a peut-être une explication rationnelle à ça aussi. En fait, j'en sais rien. Il faut juste mentionner effectivement qu'on n'a plus cet enregistrement sonore et c'est bien dommage en fait. Ouais, voilà. C'est vrai. C'est vrai. Il y a beaucoup d'enregistrements sonores aussi sur beaucoup d'accidents qui sont passés à cette période. Ça aussi, on est quand même sur des enregistrements qui étaient sur des bandes magnétiques, donc ce qui n'est pas impossible aussi. Les bandes magnétiques, avec le temps, elles se dégradent. Donc on perd aussi ce genre d'informations. Elles ne sont pas forcément numérisées depuis entre-temps. Donc vraiment ces dossiers, ils traînent dans des placards ou dans des tiroirs, enfin, je sais pas. Mais ils ne sont pas forcément remasterisés, je dirais. Donc, mais là apparemment, la destruction a été assez rapide quand même, apparemment. Ça, je sais pas. En tout cas, on peut pas dire. C'est le contexte qui a été brutalement interrompu. Tu vois, le contact est brutalement interrompu. Est-ce que ça veut dire que l'avion a été détruit aussitôt? On peut pas le dire. On peut pas le dire. C'est ça qui est le problème. Alors, après, il y a toutes les hypothèses aussi liées à la psychologie de Valentich. Et ça, c'est important, parce qu'on ne peut pas les exclure. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Il y a des gens qui ont dit, en fait, il a voulu se suicider. Il a raconté une histoire, mais en fait, il avait envie de se suicider. Ça colle pas avec le personnage, hein, tel qu'on le connaît. Sa famille, ses proches, sa petite amie n'ont jamais dit qu'il avait des tendances suicidaires. Il n'avait aucune raison de se tuer. Donc moi, ça me semble. Pareil, on aurait retrouvé éventuellement des débris, parce que même si c'est. Et on aurait sans doute retrouvé quelque chose. Il y a forcément un truc à un moment donné, qu'on aurait retrouvé quelque chose qui remonte. On a eu un exemple sinistre, forcément, de pilote qui s'est suicidé dans les Alpes il y a quelques années. Germanwings, ouais. Mais voilà, donc, mais bon, on va dire que c'est, de par la personnalité de Valentich, ça paraît quand même peu probable. Ça paraît peu probable. En revanche, on peut se poser des questions. C'est pas obligé qu'on retrouve quelque chose, même pas un petit morceau. Non, on est vraiment sur un avion qui est tout petit, donc tout dépend après comment il s'est crashé, mais c'est pas surprenant. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de sonder cette zone-là. C'est pas une zone qui est très large. On est très loin du cas du MH370 où on a une zone qui fait plusieurs millions de kilomètres carrés. Là, on a une zone qui est quand même entre la côte et l'île. C'est pas immense. On a certainement pas, alors je connais pas le secteur, mais on a certainement pas des fonds qui sont très importants. Donc, s'il y a des études de bathymétrie qui sont faites dans ce secteur, c'est pas impossible qu'on retrouve l'épave, clairement. Tu parlais tout à l'heure qu'il avait embarqué aussi des gilets. Les gilets, dans un cas de crash comme ça, peuvent être complètement détruits aussi? Ou ils peuvent rester dans la carlingue. Non, si l'avion ne s'est pas forcément disloqué, c'est pas impossible que tout soit resté et que l'avion ait coulé avec. D'accord, ok. Oui, il y a plusieurs cas de figure en fait. Souvent, les recherches peuvent être poussées ou voulues par les proches et les parents, sauf que dans le cas de Valentich, on a quand même quelque chose de particulier, c'est que le père est rapidement convaincu, persuadé qu'une des thèses est la bonne. Enfin, oui, alors on va parler aussi du papa. Oui, alors bon, les parents de Valentich sont bien sûr désespérés de la disparition de leur fils, hein, c'est sûr. Ce qui est assez étrange, c'est que assez rapidement, aux médias australiens, le père de Frédéric Valentich, qui s'appelle Guido Valentich, va dire: ah mais moi je sais, mon fils a été enlevé par les extraterrestres. Je suis sûr qu'il est avec eux et qu'ils vont bientôt me le rendre, voilà. Et il va raconter ça au début, mais après de manière un peu systématique pendant des années et des années. D'ailleurs, il va mourir, je crois, dans les années 90, ou 2000, je sais. Là, j'avoue que j'ai un doute. Enfin, en tout cas, il va mourir au moins une vingtaine d'années après la disparition de son fils, et jusqu'à sa mort, il va tout le temps dire que son fils est avec des extraterrestres et qu'il reviendra un jour. C'est assez étonnant. Alors c'est vrai qu'après on a fait un peu à la psychologie de Valentich parce que c'est important. Ouais. Il n'est pas suicidaire. En revanche, il y a quand même pas mal de zones d'ombre chez ce garçon. Et il faut quand même les mentionner, il faut les mettre dans le dossier parce que c'est pas, elles peuvent permettre peut-être d'expliquer certaines choses. Il y a une hypothèse qui a été soulevée, c'est celle que Valentich aurait orchestré sa disparition. Non pas pour se suicider, juste pour disparaître
Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'était qu'on a dit il allait disparaître, il revendrait le Cessna, l'avion, et avec l'argent, il referait sa vie ailleurs. On ne peut pas l'exclure complètement, même si dans sa vie, il n'y avait pas non plus d'éléments qui montraient qu'il avait envie de refaire sa vie, qu'il avait besoin de disparaître, d'organiser sa disparition. Donc, oui, il n'y avait personne qui voulait sa peau. Voilà, il n'était pas en danger, quoi, on va dire. Ou alors, si c'était le cas, personne ne l'a su. Voilà. Ouais, bon. Par contre, il y a quand même des choses qui sont bizarres, parce qu'on l'a dit au tout début, quand il dépose son plan de vol, il dit « je vais à King Island pour chercher des passagers ». Et d'ailleurs, Gilles nous a dit il y avait 3 gilets de sauvetage en plus. Le problème, c'est qu'à sa famille, il n'a pas du tout dit ça. À sa famille, il a dit « je vais à King Island pour chercher des langoustes ». Je vais vous ramener les super langoustes, il paraît qu'à King Island, c'est les meilleures langoustes du coin, enfin bref, et je vous en ramène, et puis voilà. Sauf que là, il y a un problème, parce qu'en fait, à King Island, non seulement il n'y avait personne qui attendait Valentiche, il n'y avait pas de passagers qui attendaient Valentiche, mais c'est même pas la saison des langoustes. Donc en fait, il a menti sur son plan de vol, enfin il a menti au contrôle aérien en disant je vais prendre des passagers, il n'y avait aucun passager qui attendait Valentiche, et il a menti à ses parents en leur disant la fameuse histoire des langoustes. Ouais, donc ça, là, il y a un truc un peu curieux. Ouais, il a donné 2 versions différentes et aucune n'est vraie en plus. Donc c'est un peu curieux. Après, il y a eu des enquêtes qui ont été faites sur lui. Ça, c'est Christian Page avec qui j'ai fait une émission. Christian Page, il fait aussi comme moi des dossiers inexpliqués, mais au Québec. Il s'est rendu sur place et il m'avait raconté que il a enquêté. Il a même rencontré le contrôleur aérien qui a parlé avec Valentiche. Donc et tous là-bas lui disaient ouais, Valentiche, c'est un petit jeune, mais il n'était pas net quoi. Il avait ses examens de pilotage, c'était pas top. Il avait un peu triché, il avait fait des trucs un peu qu'il fallait pas trop faire. Bon bref, voilà, il n'était pas blanc comme neige. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et Christian me disait, il faut peut-être aller voir s'il a organisé sa disparition, ce qui est pas avéré, hein, mais s'il l'a fait, il faudrait peut-être aller voir les petites îles qui sont entre la côte et King Island. Parce qu'il y a des petites îles, et lui, il avait regardé, il avait été un peu checker ça, et sur certaines, il y a des petites pistes d'atterrissage. Et peut-être que Valentiche s'est inventé une histoire, peut-être, et qu'il avait pour projet d'atterrir sur une de ces petites îles, et après, je ne sais pas, après, c'est de la pure supposition, et que ça s'est mal passé. C'est-à-dire qu'en fait, en voulant atterrir sur une petite île, il s'est crashé. Et donc, Christian Page me disait, peut-être qu'il faudrait aller, un peu comme ce que disait Gilles, aller explorer la zone, et peut-être autour de ces petites îles, on aurait une surprise. Donc tout ce dialogue avec... Est-ce qu'au contraire, il aurait pu aller plus loin ? Pardon. Alors là, c'est une bonne question. Je ne connais pas très bien l'autonomie de ces petits avions-là. Je ne sais pas, Gilles. Là, est-ce que sur le rapport, il était parti quand même avec suffisamment de carburant déjà pour faire le vol. Endurance 300 minutes. Ouais, donc c'est pas non plus... 300 minutes de vol, hein, il y a de quoi tenir. Hein. Ouais, c'est pas foufou non plus, quoi. Il va pas très loin. En tout cas, pour largement dépasser quand même le plan de vol. Oui. Mais alors, on disait tout à l'heure, organiser sa disparition, c'est un peu improbable. Bon, après, soyons clairs, si on parle de l'hypothèse de l'enlèvement extraterrestre, entre quelqu'un qui organise sa disparition et qui va essayer de se poser sur une petite île ou quelqu'un qui se fait enlever avion et corps par des extraterrestres, on va dire que ça devient moins incohérent aussi, quoi, d'organiser sa disparition d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est sûr. Après, l'hypothèse OVNI, on ne peut pas l'exclure, puisque de toute façon, on n'a aucune explication. Hein, on ne passe en revue que des hypothèses. Alors, il y en a certaines qui s'écroulent un peu, qui ne tiennent pas trop la route, d'autres qui peuvent être envisagées. Et l'hypothèse OVNI, enfin, là c'est au vu de ce qu'il raconte. En fait, de ce qu'il va dire pendant 6 minutes au contrôleur aérien, il va lui dire, voilà, je vois un objet, il émet des lueurs vertes, j'arrive pas à l'identifier, il est un peu rond ou sphérique, je sais plus comment il dit, ça plane au-dessus de moi, c'est pas un avion, c'est métallique, enfin, etc. Bon, tout ça, ça fait quand même penser beaucoup à un ovni, ouais. Donc, alors est-ce qu'il dit la vérité ? Le problème, c'est, voilà, est-ce que qu'il dit, est-ce que c'est la vérité ou pas ? C'est là le cœur du sujet. Si on est dans la thèse d'une préparation de disparition, effectivement, ça peut être une mise en scène. Maintenant, ce qui est très étonnant et ce qui rend le cas aussi intriguant, c'est que ce serait peut-être une des seules fois
où un avion disparaîtrait avec cette hypothèse d'enlèvement par un ovni, quoi. Enfin, c'est quand même très peu courant comme cas. Parce qu'on a eu des avions qui se sont effectivement crashés, je pense à Muntel, encore une fois, en 1949, qui poursuivaient quelque chose, on n'a jamais vraiment su quoi. Même Hynek, qui au départ défendait Vénus, a dit à la fin, bon, moi je pense que c'est pas Vénus, enfin il a dit à Cabel. Bon, moi c'est le seul cas où j'entends ça, quoi. Si, il y en a un autre, c'est la disparition de l'escadrille de Fort Lauderdale. Ils s'envolent et ils disent qu'à un moment, le ciel devient tout blanc. Enfin, il y a un peu un moment, ils sont un peu désorientés, etc. Bon, ils disent pas qu'ils voient un ovni ou quoi que ce soit, mais c'est le cas le plus proche pour moi. Alors, je te posais tout à l'heure une question en préparant l'émission parce que j'étais pas sûr, mais Rencontre du troisième type sort un an avant, cet accident, quoi. Enfin, en tout cas, cet événement. Et en plus, on le sait par le père de Valentiche, son fils, Frédéric, a vu le film et il a adoré. Je ne sais même pas s'il ne l'a pas vu, je l'avais noté, il n'est même pas retourné le voir. Ouais. Donc, il est absolument fan de ce film. Et d'ailleurs, Frédéric Valentiche était fan d'ufologie. Hein. Il avait passé sa licence dans un petit aérodrome militaire. Il n'arrêtait pas, paraît-il, d'ennuyer les militaires en leur demandant « Vous avez vu des ovnis, ça existe ?» Enfin voilà, il était à fond là-dedans. Hein. Donc, faut le mettre au dossier aussi. Il y a une séquence au début de Rencontre du troisième type qui se passe dans une tour de contrôle, enfin dans un centre de contrôle aérien, avec des échanges qui se font entre un avion qu'on voit pas, hein, on entend juste les dialogues, ce qu'ils se disent, et eux ont un radar, hein, par contre, ils ont un radar. En tout cas, la scène, ça ressemble assez à ces échanges avec y a-t-il un trafic à 5000, enfin voilà. Enfin, après, Gilles connaît ça mieux que nous. Je pense que c'est du vocabulaire pour les contrôleurs aériens, non? Comment? Ça a coupé, j'ai pas compris. Ah pardon, oui. Je disais, je pense que ces premières minutes de Rencontre du troisième type, c'est des scènes mythiques pour les contrôleurs aériens, peut-être, non? Ou pas du tout? Bonne question, je ne me souviens plus vraiment de la scène, j'ai dû le voir il y a très longtemps. Ouais. Donc, après, dans ma carrière, pour l'instant, je n'ai jamais eu l'occasion d'être confronté à un cas d'ovni rapporté par un pilote. J'ai jamais eu ce cas-là. Le seul cas que j'ai eu qui s'en est un peu rapproché, alors il n'y a pas de secret, hein, je pourrais en parler, c'était quand j'étais sur la base aérienne de Reims, on avait eu une fois la gendarmerie qui est venue nous voir le matin de la base, à savoir si on avait de l'activité la veille au soir dans un secteur, parce qu'il y aurait eu justement une personne qui aurait vu un ovni. Nous, on n'avait pas d'activité ce jour-là, donc c'était pas un de nos avions. Pour autant, de ce que j'en sais, l'enquête ça n'a pas été plus loin. Non, on n'a pas eu de vol dans ce coin-là. La gendarmerie a continué son travail de son côté. Mais voilà, c'est le seul cas que j'ai eu et on va dire on n'a rien. Il n'y a pas eu plus d'investigation que ça de ce côté-là. Bah, ça peut être une méprise, ça peut être beaucoup de choses aussi. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est très très difficile de pouvoir discerner les ovnis d'objets réels, parce que faut savoir qu'on a de plus en plus de drones dans le ciel. Ouais, donc, voir que dans les archivages, notamment que ce soit de l'aviation civile, hein, particulièrement, ce genre d'incident de croisement entre un avion et un drone, ça peut être catégorisé comme un croisement d'ovnis. Ouais. Parce que un drone reste, s'il n'a pas été identifié clairement, ça reste un objet volant non identifié. Donc il y a des cas qui sont notés croisement d'ovnis alors que c'est potentiellement des drones. Donc là aussi, faire la distinction entre tout ça, c'est pas évident. Sauf quand vous avez des témoignages de pilotes qui, eux, du moins des pilotes professionnels, hein, j'entends, des pilotes de chasse, des pilotes de ligne, ce sont des gens qui sont habitués à voir ce qu'il y a dans le ciel, qui connaissent les performances des avions. Donc quand ils voient quelque chose qui a un déplacement qui n'est pas correct, comme on voit dans les cas du US Navy qui ont été justement divulgués il n'y a pas si longtemps, là on a quand même des témoignages de pilotes qui savent clairement ce qu'ils voient et qui voient qu'on a des appareils qui n'ont pas des manœuvres, du moins avec des performances aérodynamiques que l'on connaît. Donc ça, c'est des témoignages qui sont intéressants. Maintenant, avoir un témoignage comme celui de Valentiche à la radio,
il n'apporte rien parce qu'on n'a aucun moyen de le vérifier. Voilà. Oui, ça peut être aussi, enfin, ça peut être plein de choses et pas spécialement, effectivement, un extraterrestre, si on veut dire les choses, quoi, effectivement. Hein. Oui, en clair, après, comme là, on disait si éventuellement il a organisé. Oui, vas-y. Il peut avoir des avions, ça peut être des avions test, des avions d'essai. On ne sait pas certaines technologies qui ont pu être découvertes et qui sont pour l'instant certainement du secret militaire. Et si, on peut dire, si jamais les Américains, on peut partir là-dessus, s'ils ont une technologie qu'ils ont développée qui est plus avancée que les autres, c'est tout à fait cohérent qu'ils ne le divulguent pas, parce que si jamais un jour ils sont en guerre, on ne sait jamais, contre la Chine ou quoi, ils ont un avantage technologique qu'ils ne veulent pas dévoiler, parce que si en face, l'ennemi sait qu'il y a ce genre de technologie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont développer des contre-mesures et des moyens justement de contrer cette technologie. Donc tout l'intérêt de garder quelque chose de secret, c'est justement, c'est stratégique. On le voit avec le F-117. Le F-117, il a été dévoilé lorsqu'il a bombardé surtout Bagdad. C'est là qu'on l'a connu, mais il volait déjà depuis plus de 10 ans, cet avion furtif. Donc maintenant, aujourd'hui, la furtivité, on la connaît, on sait comment un peu la contourner et qu'on commence à avoir des moyens de pouvoir détecter ces avions. Il n'y a pas que la détection radar. Il y a aussi la détection infrarouge. En 78, le F-117 n'était pas encore opérationnel, ça c'est certain. Jocelyn, j'ai une question pour Gilles, ça c'est de la pure curiosité. Est-ce que dans ta carrière, il t'est arrivé de voir sur les radars quelque chose que tu n'as pas pu identifier? Alors je ne parle pas de témoignages de pilotes, hein, de toi. Non, d'appareils qui pourraient avoir des caractéristiques comme ça, non. Alors, on a souvent sur les radars primaires des perturbations. Souvent, c'est quand vous avez des inversions de température dans les masses d'air. Vous avez des sortes de bulles qui se forment sur les scopes radars. En fait, ça réfléchit ces endroits-là, les ondes radar un peu plus. Et donc, vous avez des bulles qui se déplacent sur le radar. Mais ça, on les identifie facilement parce qu'on sait dans quelle direction se déplace la masse d'air en fonction de la météo. Et on voit tous ces petits points sur le radar qui se déplacent tous dans la même direction, comme ça. Donc, ça, c'est souvent, on se dit, est-ce que c'est un avion ou pas? Oui, après, vous pouvez avoir des cas où, pas forcément du radar, mais vous avez des cas d'avions avec le transpondeur, c'est-à-dire que le boîtier qui envoie la position de l'avion sur les radars, vous pouvez avoir des transpondeurs qui envoient des positions aberrantes. Je prends un exemple, alors ça date un peu, mais on avait un mirage une fois, ça c'était en région parisienne, on avait un mirage et puis juste au sud, à peu près une quinzaine de kilomètres au sud, on avait un deuxième mirage qui apparaissait, même altitude, sur le radar. À tel point que ce deuxième avion, il est passé au-dessus de Roissy. Donc ça a mis un beau bazar, ils ont arrêté tous les décollages à Roissy. Et en fait, on s'est aperçu quand on a testé en coupant le transpondeur de cet avion, qu'on perdait le transpondeur de notre avion et on perdait le transpondeur qui était justement de l'autre position qui était au sud de l'avion. Ouais, Ce qui fait que le transpondeur, quand on a remis en marche, on s'est aperçu qu'il y avait deux positions. Donc, vous pouvez avoir ce genre de choses. Vous aviez aussi ce qu'on avait dans les radars, aussi on appelait ça des anges. Vous avez un avion, vous le détectez à un endroit, et en fait, de l'autre côté, c'est-à-dire à 180 degrés de la position, à la même distance, vous aviez le même plot radar. Et on savait en fait qu'à force que c'était le même avion. Voilà, donc vous avez parfois des comportements du radar comme ça qui sont assez surprenants. Maintenant, déterminer que c'était un avion avec des capacités particulières, difficile à dire. Après, vous avez ce genre de perturbations qui fait, mais à force de travailler ces radars, on sait quelles sont leurs limites, on sait les problématiques que l'on avait, et donc on savait très vite qu'on avait affaire à des anges. Parce qu'on appelait ça des anges. Les amis, on a dépassé l'heure largement. On va peut-être. Le sujet est passionnant. Hein. Ah ouais, non, mais c'est ça. Alors, on va peut-être essayer de conclure, effectivement. Jocelyn, on va te laisser la conclusion. Valentich, est-ce qu'on arrivera à comprendre un jour ce qui s'est passé, à ton avis? Alors, je dirais pas jamais, parce que voilà, dans ce genre d'histoire de dossier inexpliqué, on a eu, alors je vais pas raconter l'histoire, hein, parce qu'il faut conclure, mais on a eu l'épisode du sous-marin de la Minerve qui a disparu au large de Toulon en 68, et on l'a retrouvé l'an dernier. Donc, tu vois, il y a un moment où ça peut revenir, quoi. Donc, donc Valentich, moi je croise les doigts, j'aimerais bien savoir un jour ce qui lui est arrivé à ce garçon. Est-ce que c'est quelque chose de normal ou de paranormal, enfin d'extraordinaire, ça je peux pas dire. Il y a une plaque quand si tu vas au
Ouais. Si tu vas au Cap Otway, j'espère y aller moi un jour. En 98, donc 20 ans après, ils ont mis une plaque commémorative qui raconte un peu cette histoire. Voilà, en disant c'est ici que Frédéric Valentiche. Ouais. Bon, en tout cas, si les gens, par exemple, veulent plus d'infos, où est-ce qu'ils les trouvent? Dans le livre de Josselin. Bah, en fait, dans mon livre. C'est dans les dossiers inexpliqués numéro 2. Voilà, j'ai tout un chapitre consacré à l'affaire Valentiche. Après, ici ou là, c'est bien raconté aussi sur le net. Alors, faut un peu croiser les infos parce que parfois c'est un peu approximatif, il y a des erreurs. Et puis on ne cesse pas d'apprendre. En échangeant avec Gilles, moi j'ai appris des détails que j'ignorais. Donc voilà. Donc le dossier s'enrichit en permanence. Bon, je rappelle aussi qu'il y a eu une capsule enquête paranormale sur Valentiche qui est passée déjà, je ne dis pas de bêtises. Oui, qui est passée aussi, donc, sur C8. D'ailleurs, on salue toute l'équipe des filles d'enquête paranormale. On espère qu'elles vont bien et qu'elles vont bientôt pouvoir se remettre activement au boulot. Gilles, ton mot de la fin sur ce cas, toi, tu en penses quoi? Tu penses qu'un jour on comprendra C'est difficile d'avoir un avis. C'est difficile d'avoir un avis. Après, comme je disais, on est dans le cas d'un petit avion, c'est très difficile à retrouver. Donc, après, juste avoir des transcriptions radio, c'est très difficile de dire est-ce que le pilote voyait vraiment quelque chose ou pas. Je n'ai pas forcément d'avis sur ce qui a pu vraiment se passer. Est-ce que le pilote a vraiment vu quelque chose? On a vu là des personnalités qui peut être mise en doute ou pas. Si on laisse ça de côté, on peut se dire que le pilote a réellement vu quelque chose. Maintenant, après, qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il y a eu une perte de contrôle de l'avion? Est-ce qu'il y a eu un abordage? On ne sait pas s'il y a eu une collision ou quoi. C'est difficile à dire. On a très très peu d'éléments. Savoir que même si on retrouve, tu disais qu'on pense savoir, même si on retrouve, Josselin, à savoir que sur ces avions-là, il n'y a pas de boîte noire. Donc, on n'aura rien du tout. Si on retrouve, on aura juste l'épave. La seule chose qu'on pourra étudier, c'est éventuellement l'impact, comment il a eu lieu avec l'eau. Mais je doute qu'on puisse arriver avec autant de temps. Il faut savoir que sous l'eau, les matériaux, ils résistent bien s'ils sont à une certaine profondeur. Même si l'eau est salée, du moment que sous l'eau, avec ce milieu salé, ça se conserve plutôt bien. Il faut savoir qu'il y a des boîtes noires qui ont été récupérées 10 ans plus tard et qu'on a pu justement exploiter. Mais ça sera très très limité les enseignements qu'on pourra en déduire. Déjà de retrouver l'épave, ça voudra dire que la thèse de l'enlèvement extraterrestre n'était pas la bonne. Voilà, c'était pas la bonne, effectivement. Moi, je vais laisser le mot de la fin à Camille, mais je vais juste donner mon avis. Moi, je trouve que c'est un cas. Allez, moi, j'aimerais bien. Je vous admets que j'aimerais bien que la thèse qui soit la bonne, ce soit la thèse extraterrestre. Je trouverais ça assez poétique, effectivement, que ce pilote de 20 ans soit embarqué par une forme de vie extraterrestre, intelligente, qu'elle lui fasse découvrir des choses, et puis peut-être qu'un jour il revienne, comme dans Rencontre du troisième type, justement, et qu'il nous raconte ce qu'il a pu voir. Allez savoir. Ce serait la fin la plus poétique, ce serait effectivement plus sympa qu'un bête crache dans l'eau et puis mourir tout seul dans son avion. Camille, je te laisse le mot de la fin. Oui. Est-ce que tu as passé un bon moment? On va commencer moi, toujours, j'apprends toujours plein de choses. Même si c'est des cas qu'on connaît, il y a toujours des détails qui reviennent. Et je trouve ça sympa, justement, d'en discuter tous ensemble. Et je me dis, voilà, il y a encore plein de choses à partager. Et surtout, je me dis, une émission avec Gilles pour parler un petit peu plus de ce qui se passe dans le ciel d'un point de vue de quelqu'un qui travaille dans le milieu, je pense que ça peut être très, très intéressant et instructif, surtout. Mais sinon, concernant ce cas, j'avoue que selon ce que j'entends, mon hypothèse préférée peut changer. Autant ça peut être l'hypothèse extraterrestre, autant l'hypothèse de construire un truc pour changer de vie, c'est tout aussi intriguant, je trouve. Parce qu'il faut avoir le courage, il faut avoir le courage d'organiser tout ça. Et puis c'est des plans qui sont longs, quoi. Donc, voilà, pour moi c'est tout aussi intriguant. Bon, super. Gilles, Josselin, un immense merci pour ce moment que vous nous avez fait passer. On a vraiment passé un excellent moment avec vous. Alors, je suis certain que les gens qui vont écouter cette émission, même s'ils connaissent bien le cas, comme je pensais bien le connaître, on apprend toujours des choses. Il y a toujours des petits détails, des petites choses qui fait que ça bouge et c'est super compliqué de se faire réellement une opinion, et c'est ce qui rend le cas vraiment intéressant, je trouve.
Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, journée. Je ne sais pas à quel moment vous allez nous regarder, c'est toujours pareil. Hein. On ignore quand vous nous regardez, donc ça c'est rigolo aussi. Alors bien sûr, Gilles et Josselin, vous êtes chez nous, chez vous. Vous revenez quand vous voulez. Un grand merci et puis on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Salut. À bientôt. Salut.